Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans un nouveau Récap Info. En cette période où beaucoup d'entre vous s'apprêtent à passer les fêtes de fin d'année en famille, à préparer cadeaux et repas gastronomiques, nous avons choisi de nous intéresser à ceux et celles qui jouent les Pères Noël toute l'année et qui, en cette période particulière, nous rappellent que la solidarité existe et qu'elle veut encore dire quelque chose. Je salue donc ceux qui m'accompagneront durant ces 40 prochaines minutes. Taïeb Boukenoud, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du Secours populaire de l'Isère, plus précisément secrétaire départemental de la commission vie et développement et ressources et communication. À vos côtés, Éric Raucourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Vinci, le SAMU social de Grenoble. Merci à tous les deux d'être là aujourd'hui. Merci. Samedi 14 décembre à Grenoble, vos associations, les associations que vous représentez organisent chacune un événement particulier à quelques jours de Noël. Alors pour le Secours populaire, ça se passera donc tout d'abord au Palais des Sports avec la parade des Pères Noël verts. Taïeb Boukenoud, qui sont les Pères Noël verts? Alors, les Pères Noël verts. Les Pères Noël verts sont les bénévoles du Secours populaire, les donateurs, les différents partenaires, toutes les personnes qui se mobilisent, qui donnent du temps, qui sillonnent le département depuis des semaines et des semaines, qui multiplient les actions de solidarité, des activités de solidarité, qui collectent des dons financiers, des cadeaux, des colis festifs, alimentaires festifs, et différentes choses, et qui collectent, qui passent leur temps à collecter. Pourquoi? Pour arriver à faire quelque chose, faire en sorte que le Père Noël classique n'oublie personne. Qu'est-ce qui va se passer alors pendant cette journée? Alors pour demain, ce qui va se passer, c'est que nous allons rassembler, nous avons invité plus de 650 personnes, des accueillis qui seront suivis dans nos permanences. Et il n'y a pas que ça, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'actions aussi qui se font dans les différentes structures du département. Mais la journée de demain, c'est aussi un événement, on va dire, fédéral, où 650 personnes sont invitées. Ils vont assister à un cirque, à un spectacle, le matin à 10h. Après, il y a un repas. Donc, beaucoup d'animations, et bien sûr, grâce au concours de pas mal de partenaires. Je peux citer certains, mais j'oublie aussi, je m'excuse si j'oublie quelques-uns. Je peux citer l'IMPRO Clé, je peux citer l'ENIB, l'École nationale des industries et du lait et des viandes, les brûleurs de loups, aussi qui participent, qui sont tous revêtus de costumes verts. Et puis qui, il y a quelques jours, lors d'un match, ont recueilli des peluches qui seront distribuées en effet, cette journée. Il y a un partenariat quand même qui dure depuis quelques temps. Et voilà, donc ils participent tous les ans à la même période afin d'apporter un peu de joie pour les enfants des familles démunies. Notre travail, c'est de faire en sorte que ces familles puissent aussi bénéficier, puissent aussi passer des fêtes de fin d'année dans la dignité. Voilà. Et donc, après le spectacle, après le repas, suivra une parade où toutes ces personnes, les 650 personnes invitées, mais pas que, il y a aussi tout le public, tout le grand public est invité. On va parader, bien sûr avec les couleurs, les costumes du Père Noël vert, ou au moins avec les bonnets, accompagnés de la Bateau Cassis de Grenoble, et pas mal aussi que j'oublie pas, l'école de cirque des Bains aussi, qui participe à cet événement. Et on va parader dans les rues de Grenoble, direction centre-ville, où on va quand même montrer l'action de solidarité, toutes ces personnes qui militent, qui multiplient les efforts toute l'année pour que, comme je vous ai dit, Noël n'oublie personne. Après, bien sûr, en fin de journée, donc, il y aura aussi de l'animation. Il y aura aussi un moment festif, donc vers les coups de 16h, 17h, sur le parvis de l'Abbé Pierre, vers la place Félix Poula, où il y aura notre stand aussi, où il y aura une distribution de goûters, où il y aura aussi pas mal d'animations. Et bien sûr, donc, avec aussi le concours de la Maison du Tourisme, pour pas mal d'accueillis, aussi une chasse au trésor et des visites. Donc voilà, c'est un programme chargé, espérant que la météo nous facilite la tâche. Pour ce genre d'association comme la vôtre, les partenaires, parfois on a l'impression qu'il y en a trop, mais en tout cas pour vous c'est essentiel. Ça ne pourrait pas exister sinon. On ne peut pas dire qu'il y en a trop, on n'en a jamais assez. On cherche toujours des partenaires, on a besoin de partenaires parce que la solidarité, c'est quelque chose qui a besoin d'endurance, qui a besoin de monde. Les bénévoles, ils sont sur différents fronts. Et c'est pas facile parce que malheureusement, la pauvreté et la précarité est là. Et elle est au quotidien.
De son côté, le Vinci SAMU Social organise toujours ce samedi après-midi son 3e Noël de la rue. Ce sera à la caserne de Beaune. Il s'adresse à qui, ce Noël ? Alors ce Noël s'adresse en priorité en fait aux usagers qu'on rencontre toute l'année au cours de nos maraudes, donc principalement un public SDF qui est en lien avec le 115, enfin, pas que SDF, toutes les personnes en fait qui sont en lien avec le 115 et qui sont dans le besoin tout simplement. Et qui ont aussi besoin de passer une journée peut-être pour les éloigner un petit peu de leur quotidien. Oui, en fait, on se rend compte que les personnes à la rue sont de plus en plus seules. Voilà, surtout les hommes, en fait. À l'heure actuelle, il faut à peu près 8 mois pour obtenir un rendez-vous avec une assistante sociale. Donc, on s'est rendu compte que dans les maraudes, en fait, le temps d'échange, le temps de rencontre avec chaque individu, surtout en été d'ailleurs, s'étire, en fait, devient de plus en plus important. Parce que ces personnes ont besoin de discuter, tout simplement. Et il y a beaucoup de gens qui sont découragés, en fait, qui n'appellent plus le 115 parce qu'il y a un taux de décroché qui n'est pas suffisant, en fait. Et puis, vous leur proposez aussi une sorte de parcours culturel, parce que ça aussi, c'est important dans leur vie, la culture. Alors, surtout, nous, on essaye de faire de l'orientation, on donne des conseils, on essaye on incite les gens en fait à aller sur les accueils de jour où il y a des travailleurs sociaux qui peuvent les prendre en charge peut-être un peu plus efficacement que des bénévoles. Par contre, nous, notre grande force, voilà, c'est justement d'être des bénévoles en fait. Ça ouvre des portes que peut-être les travailleurs professionnels n'arriveront pas à ouvrir. C'est-à-dire quand on a dans la rue des gens qui ont une pathologie, par exemple, par exemple le syndrome de Diogène, c'est très Donc difficile. le syndrome de Diogène qui a un lien avec l'alcool ? Non, pas forcément. Pas forcément, non. Je pense, en disant ça, je pense à un jeune oui. que j'ai un exemple dans la tête, un jeune qui a fait une tentative de suicide, donc il a perdu sa jambe, en fait, dans l'histoire. Et puis, une fois qu'il s'est retrouvé à la rue, il y a eu personne pour l'accompagner, en fait. Et du coup, là, actuellement, il vit dans un passage. Et ce passage-là est devenu très sale, en fait, avec le temps. Et il est impossible d'aller nettoyer, parce que si on nettoie l'endroit, à ce moment-là, la personne peut disparaître. Ça peut même aller jusqu'à des tentatives de suicide. Donc c'est quand même des cas qui sont à prendre vraiment en considération. Ce qui fait que nous, on a une approche en fait où on devient entre guillemets des amis. On lui fait comprendre qu'on est là, qu'on n'est pas intrusif, qu'on est là pour l'écouter, pour l'aider, pour lui donner un coup de main. Et le fait d'être bénévole et de venir passer du temps gratuitement, ça change tout. Et c'est de l'or. C'est tout simplement. Alors, ces personnes en grande précarité, donc ce que vous nous expliquiez, vous les rencontrez lors de vos maraudes. Comment ça se passe, une maraude ? Alors, on est en lien avec le 115. Donc, quand on arrive au local, on prépare ce qu'on a besoin d'emmener, thé, café, chocolat. Donc, c'est le 115 qui fait le relais entre eux et vous, qui vous prévient du nombre de personnes qui sont dans la rue, des personnes qu'on leur a signalées ? Alors, pour une partie, oui, parce qu'on a quand même des appels aussi en direct. Il y a des gens qui connaissent le numéro du téléphone de la voiture. Mais principalement, oui, on a des signalements 115. Donc le 115 nous signale où sont les personnes, s'il y a un numéro de téléphone, donc le nom, prénom, et les besoins aussi. Et de là, on s'organise une tournée la plus pragmatique possible. Et puis, on fait aussi selon l'urgence, tout simplement. Donc vous sortez tous les soirs ? Le véhicule du Vinci sort tous les soirs ? Tous les soirs, le plus souvent possible en tout cas. Il y a quelques maraudes qui arrivent à être annulées. C'est justement le principe des bénévoles. Mais tous les soirs, oui, de 20h30 à peu près à environ 1h, 1h30 du matin, on tourne dans Grenoble. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce camion ? Qu'est-ce qui est distribué ? Alors, thé, café, chocolat, des soupes, du pain de la vache qui rit. Le pain de la vache qui rit, ça, c'est l'ingrédient principal. Après, on a des dons aussi qui nous sont faits, sandwichs, etc. Et à côté de ça, on a des barres de céréales, des biscuits, voilà, de quoi pouvoir manger le soir. C'est vraiment une aide d'urgence. Et on a quand même quelques victuailles en plus, boîtes de conserve, tout ça, qu'on peut donner au cas où, si les personnes sont en appartement ou en moyen de faire chauffer les aliments. Vous rencontrez combien de personnes par soirée ? Alors ça dépend de la période de l'année. L'été, ça peut monter jusqu'à 80 personnes en un soir, donc ce qui est quand même assez énorme. Ça nous est arrivé de finir les maraudes à 4 heures du matin, mais c'est vraiment une chose qu'on évite parce que c'est épuisant pour les bénévoles. Et puis maintenant, il y avait tellement de monde à la rue, en fait, à un moment, qu'on a été obligé de limiter les prises de signalement à 15 par soir. Tout simplement. On n'a pas pu faire autrement. Il y avait un ras-le-bol, enfin pas un ras-le-bol, on ne peut pas dire ça, mais il y avait un épuisement, un découragement des bénévoles, parce que c'est très dur, en fait, quand on part avec 30 signalements, de n'en faire 15, et de savoir qu'on n'a pas pu aller voir 15 personnes. Du coup, on a pris le problème à l'envers, on s'est dit, là, il faut limiter à 15, comme ça, on est sûr de voir tout le monde, il n'y a personne qui nous attend en vain, en fait.
Et ces personnes, elles vous attendent où? Elles vous attendent dehors, dans des halls, des sas de banque, dans des halls Oui, d'immeubles? partout, à la gare, dans des rues, des fois devant un immeuble. Voilà. Après, bien souvent, il y a le numéro de téléphone. Du coup, on communique avec la personne par téléphone. Est-ce que certaines de ces personnes peuvent avoir un téléphone portable oui. ou connaissent quelqu'un qui... Tout à fait, oui, oui, oui. Il y a certaines associations qui arrivent à dépanner des téléphones, voire des cartes SIM. Puis c'est vrai qu'une carte SIM, à l'heure actuelle, ça coûte pas grand-chose, donc on peut toujours s'arranger plus ou moins pour avoir un téléphone. Il y en a une grosse majorité, oui, qui... Les profils que vous rencontrez dans la rue, est-ce qu'ils ont évolué ces dernières années? Oui, ça a évolué. Moi, je suis rentré dans l'association il y a presque 5 ans. Et il y a 5 ans, on voyait surtout un public qui était SDF, en fait. Et là, depuis un peu plus de 2 ans, on a vraiment eu un changement radical. On a beaucoup plus de migrants, surtout beaucoup de familles avec des enfants. Et ça a vraiment changé la donne, parce que les SDF connaissaient le quartier, les gens connaissaient le froid aussi, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Du coup, on les voyait vraiment pour une aide, un suivi, un accompagnement, une discussion. Et maintenant, avec les familles avec enfants, déjà, il y a un danger qui est un peu plus important pour les enfants. Le froid, tout ça, c'est... Voilà. Puis la chaleur aussi l'été. Et du coup, on se retrouve sur des situations vraiment différentes. En juillet, moi, j'ai fait 4 maraudes. 4 fois, j'ai été obligé d'appeler les sapeurs-pompiers. Parce qu'il y avait des enfants qui étaient déshydratés, qui vomissaient du sang. Donc à ce moment-là, on n'hésite pas, c'est les secours. Et à chaque fois, ils sont venus. Ça dure combien de temps, une maraude? 4-5 heures, on va dire, en moyenne. 4-5 heures. Vous proposez également, on l'a vu, dans la préparation des vêtements? Oui, alors on a un peu de vêtements, on a un peu d'hygiène. Tout ça, c'est toujours de la dépanne. On a des couvertures, ça on en aura toute l'année. On peut même aller jusqu'à donner des sacs à dos, parce que ça aussi on en a récolté. Et c'est vraiment l'aide d'urgence, principalement pour les gens à la rue. Donc voilà, avoir de quoi ranger ses affaires, de quoi se vêtir aussi, parce que ça nous est arrivé en plein cœur de l'hiver, alors qu'il neigeait, de tomber sur des hommes, principalement des hommes d'ailleurs, en tongs et en short. Alors là, c'est un aller-retour directement au local pour prendre des vêtements, parce que c'est intenable. Vous allez jusqu'où dans l'agglomération? Toute l'agglo, de Saint-Égrève jusqu'à grosso modo Claye, et puis jusqu'à à peu près Domaine. En fonction de l'urgence, est-ce que vous pouvez rappeler peut-être, entre guillemets, faire des va-et-vient entre le 115 pour leur dire, là, il faut absolument un hébergement, ça ne suffira pas? Ça nous arrive, oui, d'appeler l'astreinte, de faire appeler l'astreinte du 115 ou de l'appeler directement d'ailleurs. Mais il y a tellement peu de solutions d'hébergement en ce moment qu'au final, il n'y a pas vraiment de solution trouvée. Parce que jusqu'en mars prochain, donc 550 nouvelles places viennent s'ajouter aux 1510 places d'hébergement d'urgence déjà existantes. C'était une annonce du préfet au mois de novembre. C'est donc 200 de plus que l'hiver dernier, mais c'est pas assez. Non, clairement, c'est pas assez. Parce que le préfet, au moment où il a présenté ce plan, disait qu'il y avait à peu près une 50aine de personnes qui dormaient dans la rue à Grenoble. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic? Alors, il faudrait que le préfet regarde... Qui vienne participer à une maraude avec vous, peut-être? Par exemple, ou alors qu'il regarde les résultats de la Nuit de la Solidarité, qui a montré qu'il y avait 1727 personnes à la rue. Et la métro, quand ils ont fait le rendu de ces chiffres, ils ont bien précisé que c'était une fourchette basse, parce que les gens hébergés chez des tiers n'ont pas été pris en compte. Alors, moi, je conçois tout à fait qu'il y a une réelle difficulté à compter les gens qui sont hébergés chez des tiers. Ça, les dénombrer, c'est vraiment, on va dire, mission impossible. Donc, moi, j'ai invité la métro à faire une nuit de la solidarité en plein été. Parce que l'été, le problème est différent. Beaucoup de gens sont dehors, ne sont pas hébergés chez des tiers, justement. Alors, ils vont normalement en faire une à l'été 2020. Mais c'est vrai qu'il y a plus de 50 personnes largement au niveau de Grenoble. Alors, pourquoi ce problème surmultiplié l'été? Parce qu'il y a moins de bénévoles, il n'y a pas ces hébergements d'urgence, il y a des gens qui viennent uniquement l'été. C'est un tout. En plus, l'été, on voit les routards, ce qu'on appelle les routards, sac à dos, et puis on déambule. Et l'été, il y a plein d'hébergements qui se sont arrêtés. Et, le plan hivernal n'est plus là. Et surtout, il y a énormément d'associations et voire des institutions qui ferment, ce qui fait que les gens se retrouvent vraiment seuls. Au mois d'août, au mois de juillet, pour se laver à Grenoble, parce que Point d'eau est fermé au mois de juillet pendant 15 jours, c'est une galère, c'est une vraie galère. Et pour se nourrir au mois d'août sur Grenoble, je peux vous assurer que ce n'est pas facile, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'associations qui sont ouvertes.
Alors, pour effectuer vos maraudes, vous faites appel à des bénévoles. Ils sont assez nombreux en hiver et ils le sont un peu moins l'été. Alors, on est 120 bénévoles. C'est vrai qu'on recrute tout au long de l'année, en fait, parce qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte de ce qu'on fait en maraude. Donc, ils pensent qu'ils vont sauver le monde, ce qui n'est pas le cas. On fait du conseil de l'orientation, on ne fait pas de la mise à l'abri, donc il n'y a pas de solutions qui sont proposées et ce n'est pas évident à supporter pour tout le monde. Après, du coup, on ne peut pas savoir non plus ce que c'est qu'une maraude tant qu'on ne l'a pas fait. Du coup, il y a des gens qui viennent 1, 2 fois, puis qui après arrêtent. Et nous, c'est vrai d'un coup, on se rend compte que le planning ne se remplit plus. Du coup, il faut lancer des appels à bénévoles et on se rend compte que c'est maximum tous les 2 mois, on est obligé de faire des séances d'accueil et d'information. Alors, on va en écouter quelques-uns de ces bénévoles qui ont participé à une maraude cette semaine. Je considère que j'ai envie d'aider les autres qui sont vraiment dans le besoin, qu'il y a de plus en plus de misère, notamment à la rue et à Grenoble. Il y a plus de 2000 personnes qui sont à la rue et qui ont besoin de nous. Donc c'est vraiment pour apporter un petit peu d'aide dans ce monde et enlever un peu de la souffrance dans la rue. Voilà. On peut tomber sur des femmes avec des enfants qui sont des nourrissons, qui peuvent avoir juste quelques mois ou quelques semaines. Et ça, quand il fait -5, que les gens sont dans des parcs, dans des campements de fortune, ça brasse beaucoup. Quand on va faire une maraude, on relativise, ça nous remet un coup de... on arrête de se plaindre pour des conneries futiles, c'est vraiment ça. Ça permet d'apprécier sa vie à la juste valeur qu'elle a par rapport à ceux qui galèrent à côté. Je voulais essayer de me rendre utile, de combattre l'injustice de notre monde et les inégalités avec mes petits moyens et essayer d'apporter ce que je pouvais aux personnes qui sont dans la rue. Et finalement, c'est eux qui m'apportent beaucoup pendant les maraudes. Ils m'apportent des sourires, des remerciements, de la chaleur. J'ai l'impression de leur donner vraiment énormément alors qu'on leur donne pas grand-chose au final. C'est très fort ce qu'elle dit, cette jeune fille. C'est toujours très fort, ouais. C'est vrai que les bénévoles, des fois, on est obligé de mettre en place ce qu'on a appelé le café des pratiques. C'est en fait de se réunir et de parler de ce qui nous est arrivé en maraude. Est-ce qu'il y a une formation pour vous les préparer avant Alors, on a une réunion d'accueil où on essaye de donner un visage le plus réaliste possible à la maraude. Et après, en fait, la personne, quand elle fait sa première maraude, donc le tuteur prend ses nouvelles par la suite. Déjà, pendant la maraude, s'inquiète de savoir s'il y a un cas difficile, comment les autres bénévoles l'ont vécu. Et c'est vrai que dans la voiture, on discute beaucoup. C'est un véritable sas d'évacuation. Et des fois, on rigole. Parfois, c'est vrai, sur des situations qui sont un peu dramatiques, mais c'est une décompression, en fait. Et c'est, entre guillemets, nécessaire. Parce qu'encaisser tout ça, rentrer chez soi et puis le lendemain aller au travail, des fois on peut mettre 2 à 3 heures à s'endormir, tout simplement. Et c'est vrai que d'en parler, notamment au Café des Pratiques, c'est une très très bonne chose. C'est comme un retour d'expérience en fait, mais on se rend compte que la personne en face, enfin à côté, elle a vécu la situation exactement de la même façon, elle l'a encaissée de la même façon et du coup, voilà qu'on a des points communs. Et le fait simplement d'en parler, ça passe l'addition en fait, entre guillemets. Au Secours populaire aussi, les bénévoles constituent la charpente de l'association. Heureusement. Parce qu'on part d'un principe simple, s'il n'y a pas de bénévoles, il n'y aura rien. Au Secours populaire de l'Isère, il y a quand même 2500 bénévoles sur 25 structures. Et on est toujours en manque de bénévoles parce que, je rejoins mon voisin, il y a de la frustration. Des fois, les bénévoles, ils viennent, ils ont envie de faire changer les choses, de faire des choses, mais finalement, se trouveraient démunis, ne pas pouvoir apporter une réponse à la personne qu'on accueille. Il n'y a pas plus frustrant. Et là, c'est très compliqué parce que des fois, pour certains bénévoles, ils ont l'impression qu'il n'y a pas de sens à leur action. Et ça aussi, c'est un travail de grande haleine, aussi des responsables de chaque structure ou des référents, des équipes, de rappeler que on ne peut pas tout régler. On est là, donc notre travail, c'est bien sûr accueillir, écouter, orienter, apporter une aide, répondre à l'urgence, mais pas que ça, parce qu'il y a un travail énorme. Je peux citer moi, les antennes grenobloises, par exemple, l'antenne des Trembles, qui est ouverte du lundi au vendredi. Entre 80 et 120 familles sont accueillies tous les après-midi. 80 et 120 familles. Donc à un moment donné, le vrai travail, c'est de pouvoir écouter, de pouvoir accueillir, écouter et voir qu'est-ce qu'on peut construire ensemble. Parce que le maître mot, c'est qu'est-ce qui vous arrive ici et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour que demain soit meilleur, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble.
C'est simple comme ça dans un discours ou sur un papier, mais sur le terrain, c'est très compliqué. Parce que, il y a des personnes en face qui n'ont plus de repères. Parce qu'il y a différentes difficultés. Parce que, alors, des personnes, ils viennent, ils ont posé la question, on est à la rue, qu'est-ce que vous pouvez nous faire? Pareil, la réponse, c'est le 115. Mais le 115 est saturé. C'est compliqué quand on a en face une maman avec des enfants en bas âge. Parce que vous le public que vous accueillez n'est pas le même, n'est pas forcément à la rue, mais c'est un public en très grande difficulté. À nous, c'est tout public. Nous, on accueille des personnes âgées, des jeunes, des étudiants, des femmes isolées, des personnes qui travaillent, des travailleurs précaires, on a tout le monde. Des migrants, des réfugiés, il y a de tout. Et malheureusement, on a cette question aussi sur l'hébergement qui revient tout le temps. On accueille également des femmes qui sont victimes de violences conjugales. Mais notre travail, c'est toujours l'accompagnement, parce que l'accompagnement, c'est énorme. Les personnes, ils viennent... mon voisin parle un peu de la durée du temps nécessaire pour décrocher un rendez-vous chez un travailleur social. Dans le milieu associatif, c'est simple, il suffit juste de pousser la porte. Enfin, il suffit de pousser la porte. C'est pas facile parce qu'il y a la question de la dignité. Mais en même temps, cette lourdeur, on va dire administrative ou para-administrative, elle n'existe pas. Ce qui fait que la demande, elle est là tout le temps. Qu'est-ce qu'on va faire? On répond, on est tout le temps en train de rappeler nos missions, d'accord. Répondre toujours à l'urgence, mais pas que. Parce que notre travail, c'est aussi permettre l'accès à la culture, l'accès aux loisirs, l'accès aux vacances, l'accès au sport, l'accès à la santé. Et c'est toujours un facilitateur à l'accès. Parce que quand on parle de l'accès à la culture, c'est très important. Mais comment transmettre cette idée, comment accompagner cette personne à accéder à la culture quand elle est à la rue? Oui, c'est pas sa priorité. Voilà, c'est pas sa priorité. Et donc, c'est tout ce travail qui est énorme et qui est fatigant. Et je comprends quand on parle de l'épuisement des bénévoles. On dit les bénévoles, les bénévoles aussi sont moins disponibles. Donc, il y a aussi un turnover énorme. Il y a des périodes où on cherche des bénévoles tout le temps. Parce que trouver des bénévoles disponibles, c'est des bénévoles qui ont du temps, qui sont peut-être à la retraite. Mais trouver aussi des actions et des projets et des choses qui peuvent intéresser des jeunes, le Secours populaire offre cette possibilité. Ils viennent avec leurs projets. Pas forcément à nous de leur dire ce qu'on doit faire ou ce qu'ils doivent faire. Ils sont là. L'essentiel, c'est qu'on regarde est-ce que c'est en adéquation avec nos statuts qui émanent, bien sûr, qui reprennent un peu l'esprit de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à savoir le soutien sur le plan moral, sur le plan administratif, sur le plan juridique, sur le plan matériel, toutes les personnes qui sont dans la calamité, dans la galère d'une manière simple, victimes de violences ou de catastrophes naturelles. Voilà. Ça, c'est notre quotidien et bien sûr, ça tourne avec des bénévoles. Le Secours catholique a rendu son dernier rapport sur la pauvreté en novembre. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça ne s'arrange pas. C'est ce que vous avez constaté l'un et l'autre, Éric Raucourt? Ah oui, tout à fait. C'est de pire en pire. Il y a de plus en plus de femmes, de plus en plus de gens diplômés, des migrants, ce que vous disiez tout à l'heure. Après, sur les maraudes, on se rend compte qu'il y a quand même, sur Grenoble en tout cas, des réseaux de passeurs qui sont extrêmement actifs. Et selon le public ils amènent le public en fait qui correspond à l'offre d'hébergement. C'est-à-dire il y a une offre d'hébergement. Il y a une offre d'hébergement. Je croyais qu'il n'y en avait pas. Selon la priorité en fait. Disons qu'il est plus facile d'être pris en charge quand on est une femme seule avec un enfant, ou voire même 2 ou 3 enfants, que quand on est un homme seul. Quand on est un homme seul, on est sûr de rester à la rue pendant plusieurs mois d'affilée. Ça, il y a vraiment pas photo. Après, voilà. Une femme qui va arriver, je ne sais pas, d'Europe de l'Est, par exemple, avec 2 gamins, le fait qu'elle ait 2 enfants, alors ce sera pareil avec une Française, mais une Française, ce sera quand même beaucoup plus rapide, je pense. Et c'est vrai que du coup, c'est un facilitateur, entre guillemets, d'intégration, parce que du fait qu'elle ait 2 enfants, voilà, le logement sera là plus vite. Après, là où c'est différent pour les gens, pour les franco-français, en fait, c'est qu'un homme seul, lui, il n'aura pas cet accès au logement à cause des enfants. Donc c'est une galère qui sera d'autant plus longue. Il y a énormément de migrants qui viennent peut-être d'Afrique qui sont des hommes seuls aussi. Oui, mais eux, c'est beau. On a eu beaucoup de mineurs, en fait. À une époque, sur Grenoble, c'était impressionnant. Il y avait, je crois, si j'ai bon souvenir, il y avait 18 mineurs par jour qui arrivaient sur Grenoble. Donc ils venaient de Guinée, du Mali, du Niger. Et en fait, ils ont mis en place un système d'empreinte au niveau du département. Et là, ça a été radical. C'est tombé à 3 mineurs par jour. Voire même moins.
Donc, Vous parliez de personnes qui venaient des pays de l'Est. À Grenoble, récemment, un camp de migrants des Balkans a été démantelé. On va voir quelques images de ce camp qui se trouvait près de la gare. Il y avait plus de 80 personnes. Est-ce que, au Vinci, vous les avez rencontrées? alors au départ, quand il y a eu quelques tentes qui se sont posées à cet endroit, oui, effectivement, on les a rencontrés. Par contre, on a quand même une certaine expérience, ne serait-ce que par le camp de Valmy, voilà, ou alors Esmonin avant ça. Ce qui fait qu'en fait, quand on voit que ça commence à être un camp, on arrête d'y aller. On communique, on ne prend pas les gens en traître, on communique en amont, on communique aussi via le 115. Le 115, de toute façon, on connaît nos procédures maintenant. Donc on les prévient qu'on ne pourra pas passer, qu'on est une petite association de bénévoles, que la logistique derrière, ce n'est pas évident, et qu'on ne peut pas passer nourrir 30, 50, 60 personnes sur un soir, et qu'il faut qu'ils aillent sur les accueils de jour pour prendre des colis alimentaires. Donc on fait toute cette communication en amont, ce qui fait que les gens sont au courant. Mais sur un camp comme l'Estacade, on se rend compte quand même qu'il y a de la prostitution, il y a des réseaux derrière. Et là, nous, on a pris une décision d'association, c'est de ne pas soutenir les réseaux. Donc à ce moment-là, notre avis est radical, on n'y va pas, c'est tout. Et on essaye quand même de trouver des solutions pour les gens, donc vraiment les aiguiller sur les accueils de jour. D'autant plus qu'un travailleur social sera quand même un peu plus efficace quand on parle de prostitution infantile et de choses comme ça. Alors, il y a un autre camp qui, en tout cas un camp là en dur, avec des logements, des caravanes en bois, qui se trouve sur le site du Rondeau. Est-ce que vous intervenez également là-bas? Alors le Rondeau, non, on n'y va pas. Il est géré par le CCAS. Et les seuls moments où on y va, c'est en fin de maraude, quand on a un excès de pain, par exemple, parce qu'on récupère du pain dans une boulangerie. Et on le dépose en fin de maraude là-bas. Il y a des vigiles qui sont là la nuit. Donc ils les déposent en cuisine, il n'y a pas de problème, tout va bien. Au Secours populaire, vous aussi, vous intervenez toute l'année, vous l'avez dit, l'un des temps forts, puisque c'est important en fait de maintenir ce lien par des temps forts, c'est ça. Donc il y a le grand repas, c'est en avril, ça se passe comment? Juste, si je peux en revenir Bien un sûr. peu, parce que vous avez parlé de la pauvreté. En effet, la pauvreté, elle s'enracine et le constat est sans appel. Le Secours populaire, il y a eu quand même une enquête, la 13e édition de l'enquête de l'Ipsos, cette année, qui était aussi avec le 30e anniversaire de la signature de la Convention des droits de l'enfant. On a quand même pointé, enfin, ce qu'on souligne, c'est quand même aujourd'hui 62% des enfants qui étaient interrogés ont une crainte de devenir pauvres. C'est 4% de plus que 2015, par exemple. Si je parle que des enfants, on peut aussi prendre les chiffres de l'INSEE. Il y a quand même 500 000 ménages dans le département de l'Isère qui vivent sous le seuil de la pauvreté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est là, la pauvreté, la précarité, malheureusement, elle est là. Et elle continue encore, elle est en augmentation. On parlait de ces camps de migrants. Enfin, c'est des personnes aussi qu'on accueille. Parce que c'est vrai, ceux qui étaient à l'Estacade ou qui étaient à la gare, ils venaient la journée parce qu'ils sont reçus en journée dans nos permanences où ils ont bénéficié d'aide matérielle. Bon, l'accompagnement n'est pas toujours le même parce que ça se limite plutôt à un besoin primaire. Je vois aussi que vous avez montré le Rondeau. Pareil, c'est des familles que le Secours populaire accompagne depuis que c'était Esmona, quand c'était vers Carrefour. Aujourd'hui, un accompagnement, mais qui est plutôt sur l'accès aux vacances, l'accès à la culture. Donc, on travaille avec différentes associations, avec le CCAS et avec pas mal de structures, pour pouvoir aussi simplifier, faciliter aussi l'intégration. Ceci dit, ça reste encore la pauvreté, elle est là, la précarité est toujours là. Vous parlez du grand repas, en effet. Donc ça, c'était aussi à l'initiative de la ville de Grenoble. Donc on le fait avec les banques alimentaires, les Restos du Cœur. Cette année, donc aussi pour des questions organisationnelles, pour des disponibilités de salles. Donc il est prévu pour le mois d'avril, donc de mémoire, je crois le 24 ou le 25 avril. Pareil, donc on essaye aussi d'offrir cette possibilité, la possibilité à un certain nombre d'accueillis aussi, de pouvoir au moins passer un moment festif, convivial, parce que on parle de l'aide, mais la plupart du temps, dans nos permanences, il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent chercher juste un moment de chaleur humaine et de convivialité. Discuter, boire un café. Et bien sûr. Dans nos permanences, le café fait partie de notre quotidien. Il y a beaucoup de personnes, et notamment des personnes âgées, et des personnes aussi, des migrants, des réfugiés. C'est le seul moment où ces personnes peuvent communiquer, parler de tout, de rien, et puis avoir un contact avec quelqu'un d'autre. Rappelons quand même que l'une de nos missions principales, c'est rompre l'isolement.
Et nous sommes, je vous ai dit que notre antenne, par exemple, la plus grosse antenne du département qui se trouve dans le secteur 6, le secteur 6, c'est bien connu, c'est là où il y a le plus de pauvres. C'est il y a le plus de structures d'hébergement aussi, où il y a des personnes âgées, des papis et des mamies qui vivent seuls. Donc voilà, ils ont au moins cet espace quotidien. C'est des personnes qui viennent tous les matins. Et on est content de les voir. Et quand on n'en voit pas, on se soucie. Et puis les bénévoles, ils essayent de prendre contact et de voir, parce que peut-être... Et d'ailleurs, c'est arrivé, on se rend compte que telle ou telle personne n'est pas venue. Et en creusant un peu, on s'aperçoit qu'elle est malade, qu'elle est dans sa chambre, etc. Voilà. Et au Vinci, c'est un petit peu aussi la même démarche. Il y a également des personnes que vous allez voir tous les soirs qui vous réclament presque. Ça devient un rituel, et puis un rituel qui permet de construire la journée. Ah oui, tout à fait. Oui, il y a des personnes qu'on voit, c'est le temps d'un café, le temps d'une cigarette, et des personnes qu'on voit depuis des années, bien évidemment. Certaines qui nous l'ont dit d'ailleurs, heureusement que vous avez été là, j'ai pu m'en sortir grâce à vous. Et on essaye quand même de ramener tout le temps les personnes à la réalité, quoi. La réalité, regarde ta situation, il faudrait que tu changes tel point, éventuellement. Et on se retrouve avec des personnes qui prenaient de l'alcool, qui prenaient différents produits stupéfiants, et qui en fait ont arrêté de prendre toutes ces choses. Et du coup, ont changé physiquement. Même la peau a changé. C'est quand même assez spectaculaire sur certains cas. Et puis elles savent que vous êtes là, qu'elles ne sont pas seules. Et rien que ça les aide. Ah oui, tout à fait, oui, bien sûr. C'est le rituel du petit café, voilà. On appelle tous les jours. Alors, il y a des soirs, quand vraiment on a trop de monde, la personne, on l'appelle, on lui dit, écoute, ce soir, on ne pourra pas passer, mais demain, t'inquiète, rappelle la maraude, elle passera. Chose qu'ils comprennent tout à fait, parce qu'on commence bien à les connaître, ces personnes. Est-ce qu'il vous est arrivé parfois d'être face à des situations vraiment dramatiques? Oui. Des gens en grave difficultés physiques, mentales? Oui, tout à fait. Oui, des personnes, je me souviens d'une femme, par exemple, elle n'arrivait même pas à parler tellement elle pleurait. Donc à ce moment-là, j'ai fait le 15, j'ai parlé à un médecin, je lui ai expliqué ce qui se passait exactement. On l'a évacuée tout de suite sur le CHU, elle a été prise en charge. Et c'est vrai que des cas comme ça, on ne peut pas les laisser dans la rue, c'est pas possible, tout simplement. Parce qu'il faut bien voir que tous ces cas-là, les cas les plus dramatiques, très souvent c'est dans la rue. Et si par exemple la personne est suivie par le CNP, on va la renvoyer auprès du CNP. Le CNP, c'est le Centre national psychiatrique, je crois. Donc, après, on est conscient quand même au Vinci qu'on est des bénévoles, qu'on n'est pas des psys, pas des travailleurs sociaux. Donc vraiment, il y a un gros travail d'aiguillage en fait qui est fait, et de communication aussi, voilà. Et le fait d'être bénévole, toujours pareil, ça amène une autre vision de la chose, quoi. On n'est pas payé pour aller voir la personne. Et c'est la même chose au Secours populaire? C'est exactement le même cas, on reste toujours des bénévoles. On n'est pas des travailleurs sociaux, et on n'est pas dans le social, on est plutôt dans la solidarité, et on est généraliste de la solidarité. Ça aussi, une autre particularité. Je rajouterai aussi une autre spécificité aussi du Secours populaire. Donc on est en moins, depuis des années, dans le cadre de l'éducation populaire, nous, y compris les personnes qu'on accueille, deviennent bénévoles, et c'est ça la richesse aussi. Donc c'est valorisant pour tout le monde, et chacun participe, et on n'est pas que consommateur. Donc voilà, chacun apporte sa pierre à l'édifice. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours à la portée de tout le monde, mais dès que la possibilité se présente, là où on parle par exemple des opérations paquets cadeaux, on cherche des bénévoles, et on a aussi beaucoup de personnes accueillies qui nous donnent un coup de main. Alors justement, dans quelques-unes de ces opérations qui redonnent le sourire, il y a aussi la traditionnelle chasse aux œufs à Fontaine. Ce qui est sympa, c'est que là, vous accueillez... c'est une opération au bénéfice du Secours populaire. Oui. Et vous accueillez tout le monde. Donc des bénéficiaires du Secours populaire, des enfants qui ne le sont pas, et tout ce monde se mélange, il n'y a plus de différence. C'est surtout ça, ce qui... Pour nous, c'est notre combat, parce que... Déjà, les personnes sont dans la précarité. S'il faut encore les stigmatiser, ce n'est pas une solution. Pour nous, c'est comme tout le monde. D'ailleurs, là, vous voyez les enfants, on parle aussi de copains du monde. Donc le mouvement Copains du monde, en fait, c'est aussi un mouvement au Secours populaire. C'est la solidarité, la sensibilisation aux actions de la solidarité par les enfants et pour les enfants. Et donc, on essaye, parce que ce sont les futurs bénévoles et les futurs dirigeants de l'association. Donc, dès le jeune âge, sensibiliser tous ces gamins aux actions de solidarité. Ils collectent déjà, ils ont collecté aussi pour les Pères Noël verts.
Ils ont participé, donc, selon leurs actions. Là, je remercie aussi tous les enseignants et toutes les écoles qui ont participé à cette action. Mais c'est ça, au fait, ça fait un ensemble, ça mobilise tout le monde. D'abord, on est dans la solidarité populaire, libre et volontaire. Et qui dit populaire, ça implique tout le monde. La stigmatisation dans la rue, c'est évidemment quelque chose dont les personnes souffrent au quotidien. Oui, disons que moi j'ai surtout une vision de la rue où les personnes sont dans l'indifférence. En fait, elles sont invisibles. Et c'est vrai que du coup, avoir une oreille à disposition, c'est quand même une bonne chose. Simplement, quand on rencontre quelqu'un, un sourire, un bonjour. Voilà, parce que bien souvent, quelqu'un qui est en train de faire la manche, les gens passent devant lui et ne le regardent même pas. Du coup, ça c'est vrai que c'est en termes d'image de soi, c'est vraiment pas valorisant, mais alors du tout. Et du coup, avoir un sourire, un bonjour, etc., mais ça change tout. Ça change tout. Vous avez besoin de bénévoles, vous avez aussi besoin de revenus. D'où proviennent vos revenus pour le Vinci? Alors pour le Vinci, on a une subvention de la DDCS qui n'est pas énorme, qui se monte à 22 900 € par an. À côté de ça, on a Hello Asso, où on a régulièrement des dons qui sont faits. Et puis à côté de ça, il y a différentes collectes qui sont faites. Il y a l'INP là, qui a organisé une collecte pour nous, voilà, les pour ingénieurs aider sur Noël de la rue. Voilà. Ouais. Et voilà, on a des rentrées comme ça. Après, c'est vrai que le fait d'être que des bénévoles, et vraiment nous on est spécialisé sur la maraude, on n'a pas besoin d'un budget de fonctionnement qui soit énorme. Une fois que vous avez un local, vous avez un véhicule. On a 2 véhicules, ouais. 2 véhicules, un local, véhicule d'ailleurs qu'il faudra bientôt changer. Ah voilà, l'appel est lancé. Si on peut trouver des mécènes, oui, c'est sûr. Et au Secours populaire? Alors, le Secours populaire, pareil, nous sommes quand même rappelés une association indépendante, et indépendance politique, religieuse, philosophique et financière. Et donc, gage de notre indépendance, c'est le fruit de nos initiatives. Et bien sûr, le concours des donateurs. Donc, grâce aux donateurs et grâce aussi aux collecteurs, les bénévoles, on les appelle les collecteurs, animateurs bénévoles. Donc, il y a toutes les différentes initiatives. On est tout le temps en train de collecter parce qu'on part d'un principe très simple. Si on n'a pas collecté, on ne peut pas apporter une solidarité. Donc, effectivement, on a aussi quelques petites subventions. Elles sont ce qu'elles sont. Mais le gros, c'est les dons, c'est la générosité. On va voir apparaître vos sites internet respectifs. La générosité publique et puis le fruit. Et nous avons toujours besoin. Nous avons des projets, pareil, des véhicules qui sont vieux. Nous sommes dans un projet d'acquisition de locaux. On a besoin aussi de... Parce que pour l'instant, vous êtes toujours rue des Trembles depuis un petit moment. On est toujours rue des Trembles. Enfin, rue des Trembles, c'est une des antennes grenobloises. Rue des Peupliers, c'est le siège du département. Mais la Fédération de l'Isère n'a pas un local, un entrepôt ou une plateforme logistique qui permet de développer l'action des initiatives et de faire... d'aller par exemple rencontrer les commerçants, les grandes surfaces pour pouvoir un peu collecter. Parce que plus on collecte, plus on fait des initiatives des braderies et plus on fait de la solidarité. Voilà. Donc aujourd'hui, on a ces projets et on cherche bien sûr des dons et des aides financières pour pouvoir mener nos actions de solidarité. Et si on veut devenir bénévole, comment on fait chez vous, au Vinci? Alors au Vinci, il y a un onglet contact sur notre site internet. Et il y a aussi l'adresse de la secrétaire voilà, où on peut écrire directement. Et en fait, on est convié à une réunion d'information, voilà, où donc justement on dépeint exactement ce qu'est une maraude. Après, si la personne veut confirmer son engagement en bénévolat, dans ce cas, elle confirme auprès de la secrétaire lui envoie tous les liens, planning, documentation, etc. Il y a des obligations, il faut être là au moins une fois par semaine, une fois par mois Alors, quand on est bénévole au Vinci, on demande aux personnes, si c'est possible, de faire 2 maraudes par mois. Comme ça, en 15 jours, on n'a pas le temps d'oublier ce qu'on a vu la dernière fois et on prend des automatismes. Après, on a des tuteurs qui sont des chefs d'équipe, enfin, des bénévoles un peu plus expérimentés, en fait. Et les tuteurs, on leur demande vraiment de tourner 2 fois par mois parce qu'il faut se maintenir au contact du terrain, savoir quand même où l'association gravite selon la période. Et puis, quand on arrive en maraude, connaître quand même un peu les noms, les situations, pour ne pas avoir à faire répéter une énième fois à la personne tout son état civil et tout son parcours, parce que ça peut être harassant aussi. Et au Secours populaire? Alors, au Secours populaire, pareil, donc on organise au siège de réunion d'information
aux bénévoles, aux candidats au bénévolat, les mardis matins, les jeudis soirs aussi, parce qu'on essaie de s'adapter. Il y a des personnes qui travaillent la journée, qui ne sont pas Il disponibles. n'y a pas que des retraités au Secours Populaire. Non, il n'y a pas que des retraités. Et être bénévole au Secours Populaire n'est pas forcément bénévole dans les murs du Secours Populaire. Donc on peut être aussi disponible dans les bénévoles, soit 1 heure dans l'année ou 35 heures par semaine. C'est ouvert à tout le monde. On essaye d'adapter nos horaires, de nous adapter aussi en fonction, bien sûr, des disponibilités des uns et des autres, et de conjuguer 4 éléments: la disponibilité, les compétences, le désir, la personne, qu'est-ce qu'elle aimerait faire avec nous, et le besoin de l'association. Donc on essaie de mettre tout ça en adéquation. Et bien sûr, nous formons nos bénévoles. Le Secours Populaire a son propre institut de formation. Nous avons des formations décentralisées. Nous formons nos bénévoles sur les valeurs de l'association, sur les valeurs de la solidarité, sur comment accueillir, sur l'accompagnement, sur l'écoute. Enfin, il y a différentes formations en fonction, bien sûr, de l'engagement des uns et des autres et ce qu'ils ont envie de faire. On leur propose des formations et ils ont ce droit. Voilà, donc ils l'auront. Merci beaucoup à tous les deux. Merci encore. Je vous propose de retrouver ce Récap Info vendredi à 21h et samedi à 13h et en replay sur télégrenoble.net.